Bonjour tout le monde, enchanté, je m'appelle Alexis, je travaille pour MyFuture et ça me fait très plaisir de vous rencontrer, c'est mon premier live. Donc pour ceux qui découvrent MyFuture, c'est une plateforme, c'est votre plateforme finalement de référence pour découvrir des métiers, pour trouver un stage. Et pour ça, on organise donc régulièrement des lives comme aujourd'hui dans lesquels on vous présente en fait différents métiers. Et là où je suis hyper content, c'est que pour mon premier live, je vais accueillir Anne. Alors Anne, elle fait un métier qui m'intéresse beaucoup et au fond, je sais que vous aussi, c'est évident, puisqu'elle est directrice de refuge animalier chez 30 millions d'amis. Et avant, elle était soigneuse animalier. Donc pendant en fait 40 minutes, elle va nous raconter un petit peu les coulisses de ce métier, comment elle a été amenée à faire ça, les animaux qu'elle peut recueillir, qu'elle soigne. Et vous, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir poser toutes vos questions dans le chat qui est fait pour ça. Donc surtout, n'hésitez pas, comme ça, nous, on y répondra. Le sommaire du live, les amis, vous le voyez actuellement sur votre écran. Numéro 1, en quoi consiste ton métier? Donc ça, pareil, posez absolument toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, je vous le dis. Numéro 2, le cas concret amené par son métier, les cas concrets. Numéro 3, son parcours, parce que Anne n'a pas débuté comme ça, elle a forcément eu une vocation, on va lui poser toutes nos questions. Ce qu'elle préfère aussi aujourd'hui dans son métier, ce qu'elle aime un petit peu moins, comme chaque métier, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et enfin, en 5, les clichés, les anecdotes que Anne a nous raconter. Et bien justement, ce que je vous propose, les amis, maintenant, c'est d'accueillir Anne. Anne qui était avec moi. Bonjour Anne. Bonjour, bonjour à tous. Alors Anne, tu es directrice de refuge animalier chez 30 millions d'amis. J'en parlais dans l'introduction. Et avant, tu étais soigneuse animalier. On va C'est découvrir tout ça en images pour peut-être faire une synthèse finalement de ce métier. Voilà les images qu'on vous a choisies. On peut voir notamment, Anne, que tu soignes, tu recueilles, tu nourris les animaux, c'est ça? c'est ça, tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu peut-être les difficultés, notamment parce que tu as affaire aujourd'hui à des animaux que tu recueilles qui sont pas forcément, si je puis dire, en bon état, qui n'ont peut-être pas eu le parcours que eux souhaitaient avoir auprès d'une famille? C'est ça. Alors aujourd'hui, malgré nous, la Fondation 30 millions d'amis s'est spécialisée dans le sauvetage d'animaux maltraités et on fait face très régulièrement à des gros cas de maltraitance et on récupère beaucoup d'animaux sur un seul sauvetage. Là, le dernier, c'est vendredi de la semaine dernière. On a récupéré 34 chats tout d'un coup chez un particulier qui faisait de l'élevage non déclaré. Voilà, donc avec des installations non conformes pour les animaux, des animaux dans des états difficiles, pas entretenus, pas brossés, qui se reproduisent entre eux sans aucun contrôle. Donc très compliqué, beaucoup de travail de réhabilitation et de remise en état au niveau sanitaire. Et en termes de place, parce que j'imagine que quand on reçoit 34 chats qui n'étaient pas attendus, comment vous faites alors du coup? Alors, notre refuge a une capacité d'accueil de 150 chiens, 150 chats, une cinquantaine de nacs. Les nacs, ce sont des nouveaux animaux de compagnie, donc c'est les lapins, les tortues, les chinchillas, etc. Ce sont des animaux pour les nacs qui ne restent en transit sur une très courte durée, puisqu'on n'est pas, on n'a pas pour vocation, on n'est pas spécialisé dans le placement de ces animaux, ce qui fait que les locaux sont assez souvent vides, puisque lorsqu'on en a, on les remet en état et puis on les confie à des refuges qui, eux, sont spécialisés dans ces espèces et qui s'occupent de les replacer ou qui les gardent si ce sont des sanctuaires. Ce qui fait que on a toujours des box d'urgence pour accueillir les cas de dernière minute. Voilà. Donc là, on va prendre cet exemple justement que tu nous as donné sur les 34 chats. On peut voir aussi sur les images. Alors, en quoi consiste ton rôle, le rôle aussi de tes collègues par rapport à eux? Par exemple, j'imagine que vous les nourrissez chaque jour, évidemment. Vous leur faites la toilette. Alors là, pour ce cas-là, nous sommes intervenus directement sur les lieux. Donc c'est une équipe de 5 soigneurs animaliers qui s'est dépêchée sur place avec 2 véhicules, tout le matériel adapté pour la capture des animaux. Ils nous les ont ramenés au refuge. Ils sont passés dans les mains du vétérinaire, donc tous un par un pour déterminer leur état de santé au plus précis, puisque là, on est sur une réquisition judiciaire et on nous demande d'établir un certificat vétérinaire extrêmement détaillé pour la poursuite de la procédure à l'encontre des détenteurs. Donc après, effectivement, il faut les nourrir, il faut les séparer parce que pas tous les chats s'entendent entre eux. Personne n'est stérilisé, donc les mâles ont
on est en période de chaleur, ont envie de s'accoupler avec les femelles, ça génère des bagarres. Donc, il a fallu qu'on mette tout le monde par petits groupes de 5 à 6 chats en fonction des ententes. Donc, c'est beaucoup de surveillance et beaucoup d'observation des animaux. Les soigneurs, au-delà de leur rôle de nourrir et soigner, il y a aussi beaucoup d'observations pour savoir quel chat peut rencontrer un problème de déprime, parce que ça arrive aussi chez les animaux, la dépression. Même s'ils sont dans des endroits très malsains pour eux, le fait de les changer d'environnement, ça peut être aussi un traumatisme. Donc les premiers jours, ça demande beaucoup d'adaptation. La mise en place de tout ce qui est bien-être animal, donc des dodos, des endroits pour les chats où ils peuvent se percher, parce que les chats aiment bien s'isoler, mais pouvoir vérifier tout l'environnement. Donc, il faut s'adapter à chaque espèce. Et donc, tout ça, ça passe par l'observation et beaucoup de temps auprès d'eux. Donc finalement, presque vous les réélevez par rapport à ce qu'ils n'ont pas pu connaître avant, quoi. Exactement. En fait, on s'adapte à leurs besoins en fonction des espèces. C'est-à-dire que les chats, ce sont quand même des animaux, certes, qui peuvent vivre en collectivité, mais qui ont aussi besoin de beaucoup d'espace pour eux, pour leur tranquillité. Un chat, ça dort énormément, donc on doit avoir des chats qui ont la possibilité de s'isoler en hauteur, et ceux qui ont envie de jouer, de rester avec les congénères, eux, vont être plutôt au sol. Alors, tu parlais tout à l'heure, tu mentionnais le terme réquisition judiciaire. Est-ce que tu peux expliquer pour les élèves qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont avec nous, qui nous regardent, d'ailleurs, je les salue, il y a notamment le collège Marcel Pagnol dans le Val d'Oise, la Croix des Sarrasins en Côte d'Or. En Côte d'Or aussi, on a le collège Le Parc, le collège Léonard de Vinci dans les Yvelines. Et puis, je vous ferai plusieurs dédicaces tout au long du live, ne vous inquiétez pas, je vous mentionnerai tous. Mais réquisition judiciaire, Anne, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que nous sommes réquisitionnés en termes de locaux. On doit garder les animaux le temps de la procédure. Donc, la procédure, la police essaie d'identifier les auteurs des infractions concernées, les entend dans le cadre d'une audition. Et ensuite, tout ça remonte au procureur qui décide de la suite et du devenir des animaux. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment d'infractions, auquel cas les animaux peuvent être restitués, ou au contraire, on demande d'autres informations et surtout des certificats vétérinaires extrêmement détaillés pour prouver qu'au moment où les animaux ont été pris, qu'ils étaient victimes soit de maltraitance ou en tout cas d'un environnement qui n'était pas adapté. Là, on se trouve dans le cas d'une personne qui, a priori, fait de l'élevage non déclaré, puisque ce n'est pas un professionnel reconnu, puisque l'élevage, c'est professionnel, donc il faut avoir un numéro de SIRET, avoir des installations conformes aux attentes sanitaires. Là, visiblement, ce n'est pas le cas, puisqu'on était chez un logement de particulier. On a des animaux qui ne sont pas identifiés. Donc aujourd'hui, c'est une infraction puisque l'identification par puce ou par tatouage est obligatoire. On a des animaux qui sont identifiés par puce électronique en France et enregistrés. Donc pour cela, on a une conformité moyenne puisque les animaux ne sont pas déclarés au même détenteur. Et on a aussi, malheureusement, dans ce cas-là, des animaux qui arrivent de l'étranger avec des puces non répertoriées en France. Ça, c'est une infraction parce que la provenance des animaux peut être source de maladies telles que la rage. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement contrôlé. Lorsqu'on introduit un animal sur le sol français ou au contraire, lorsqu'on en sort un, il faut que ça soit fait dans les règles sanitaires et les règles d'identification. Les animaux doivent avoir un passeport, ils doivent être déclarés, vaccinés contre la rage et déclarés au fichier ICAD. Le fichier en France, c'est ICAD. Donc, ce qui veut dire finalement que les animaux sont des êtres humains comme tout le monde, ce ne sont pas des jouets, ce ne sont pas des objets, parce qu'en effet, même eux doivent être déclarés, c'est très important. C'est un métier de vocation, pour le coup, Anne, pour lequel on peut avoir, on en parlait tout à l'heure en off avant de démarrer ce live, de l'affect très jeune. Aujourd'hui, tout le monde aime les animaux, même très petits. Toi, depuis quel âge tu veux travailler avec eux? Alors, travailler, étant très jeune, je n'imaginais pas que c'était possible, sauf si on pense au métier vétérinaire, parce que c'est celui auquel on pense en premier. Ouais. Moi, je savais que je n'étais pas faite pour des très, très longues études, surtout dans le côté scientifique. Mais par contre, j'ai toujours eu des animaux. Mes premières photos, on me trouve dans les berceaux
avec les chiens de la famille, parce qu'on a toujours eu des animaux. Bah oui. Et à l'âge de 12 ans, j'ai commencé le bénévolat dans une association. Comme on ne pouvait pas avoir de chat pour des raisons techniques, parce que d'abord, on avait des chiens qui n'aimaient pas trop les chats, et il fallait être clôturé d'une certaine façon, et ce n'était pas le cas chez mes parents. Donc, j'étais très frustrée de ne pas pouvoir avoir de chat. Et du coup, avec ma maman, on est devenu bénévole dans un refuge pour chats. Donc, on passait tous nos samedis entourés de chats. On était transformés en grappes, on en avait de partout comme ça. Mais c'était génial parce que c'était des chats abandonnés qui attendaient des familles dans les refuges, et nous, on était là pour leur faire passer le temps. Eh bien, ça m'envoie directement sur ton parcours, du coup, Anne. Puisque, Oui, en effet, alors tu n'avais pas de chat, mais tu avais des chiens, mais surtout tu avais déjà cette vocation, tu en parlais, tu étais bénévole en refuge pendant que tu étais au lycée, c'est ça? oui, tout à fait. Donc tous mes samedis étaient consacrés à ce petit refuge qui sauvait des chats un petit peu partout. Et on passait notre journée. Alors au tout début, on y a été, nous, pour se faire plaisir et se dire qu'on allait papouiller des chats, leur faire des câlins. Et puis, quand on observe les animaux, ben, ils ont d'autres besoins. On peut les brosser, on peut leur nettoyer les yeux, leur nettoyer les oreilles, on peut leur aménager des dodos, comme je disais tout à l'heure, en hauteur pour que ceux qui ont envie de s'isoler puissent le faire. Puis, on a changé des litières et puis on leur a donné à manger. Et puis, en fait, tout ça, ça se fait naturellement. On n'a même pas besoin de nous dire il y a ça et ça à faire. Quand on est avec les animaux et qu'on les observe, on devine leurs besoins. Je vous rappelle qu'il y a le chat hein, qui est actif, les amis. N'hésitez pas à poser vos questions, surtout à Anne qui est là pour répondre bah, justement à toutes ces interrogations que vous pouvez vous poser. Je vois Anne que tu as fait un bac L, c'est notre point commun, un bac littéraire. Pourquoi tu avais choisi le littéraire? Parce que moi c'était pour fuir les maths. Ah, alors c'était aussi pour fuir les maths, mais c'était surtout parce que je voulais devenir journaliste reporter et parcourir le monde. Voilà. D'accord, ok, mais c'était pas ouais, c'était pas pour après bosser avec les animaux. Je veux dire, il n'y a pas de branche particulière qui en découle, quoi. Non, pas du tout. C'était parce que j'étais pas très scientifique et que j'étais assez littéraire. Donc mon choix s'était fait naturellement, on va dire. Et alors, après le lycée, donc une fois le bac en poche, tu es parti en BTS force de vente, c'est-à-dire que tu t'es bah, totalement éloigné un peu du parcours animalier côté études, mais toujours pas côté cœur, puisque tu travaillais encore en refuge. C'est ça. En fait, quand j'ai intégré le BTS, j'ai pris mon premier appartement. Et je voulais adopter un chien pour moi parce que ceux qui étaient chez mes parents étaient habitués à vivre voilà, dans une maison avec un extérieur. Moi, j'avais un tout petit studio, donc je m'étais rendue dans un refuge SPA et en me disant, voilà, je viens d'avoir mon petit studio, je travaille à mi-temps, je suis un peu à l'école et je voudrais avoir un petit chien que je puisse amener presque partout avec moi. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans la protection et que j'en suis plus jamais ressortie. Et aujourd'hui, tout le monde peut postuler comme ça en tant que bénévole dans des refuges. Comment ça se passe? S'il y a aujourd'hui des élèves qui nous regardent, qui sont intéressés par ton parcours, comment ils doivent faire? Alors, il faut contacter le refuge de sa région. Il y a tous les refuges sont indépendants, donc chacun fonctionne comme il peut, mais avec beaucoup, beaucoup de bénévoles. Le bénévolat, c'est un engagement, c'est pas j'y vais quand j'ai rien à faire. Si on s'engage dans les animaux, il faut savoir que les animaux nous attendent. C'est-à-dire que si on commence à y aller une fois par semaine, 2 fois par semaine, les animaux s'habituent aux personnes qui viennent les voir, les reconnaissent au fur et à mesure des venues, et ça crée, entre guillemets, une dépendance. C'est-à-dire que le personnel et les bénévoles impliqués qui sont là tous les jours, ben, eux, il n'y a pas de souci. Mais quand on veut devenir bénévole, il faut s'atteler à la régularité. C'est un peu comme à l'école. Il faut Bien faire les sûr. choses de manière régulière pour que on arrive à créer un lien avec les animaux et qu'on puisse donner de son temps au moins une fois par semaine, c'est l'idéal. Et est-ce qu'il y a malgré tout des études spécifiques aussi pour être soigneur animalier? Alors, aujourd'hui, oui, il y a des formations de soigneurs animaliers qui sont mises en place, notamment dans les MFR, les maisons familiales et rurales. Il y a des lycées agricoles aussi. Il y a plein de formations qui existent. Il faut se renseigner auprès de son équipe éducative. Mais il n'y a pas que le métier de soigneur animalier, hein. Il y en a tout plein d'autres, on n'y pense pas beaucoup. Mais évidemment, il y a le vétérinaire, c'est celui qu'on connaît le plus. Il y a les assistants vétérinaires spécialisés. C'est 2 ans d'études après le bac et c'est en école spécialisée pour être l'assistante du vétérinaire
mais il y a beaucoup de soins dans les cabinets, dans les cabinets vétérinaires. On peut aussi travailler en refuge avec ce diplôme-là, parce que ça aide énormément au niveau des soins. Donc nous, dans notre refuge, nous avons la chance d'avoir 2 assistantes vétérinaires diplômées, ce qui nous aide beaucoup parce qu'elles ont un œil formé et elles sont capables de détecter des maladies qui vont se déclencher dans les heures ou les jours à venir. Et alors, justement, ça peut paraître être une question un peu bête et ça ne l'est pas du tout. Tu parlais des vétérinaires. Quelle est la différence aujourd'hui entre un soigneur et un vétérinaire? Alors, le vétérinaire, lui, est formé à des actes vétérinaires dont il est le seul à pouvoir les réaliser, notamment les anesthésies, les opérations, les identifications. Tout ça, c'est un métier qui est réglementé et réglementaire. On ne fait pas ce qu'on veut quand on est vétérinaire, mais les personnes qui ne sont pas vétérinaires n'ont pas le droit de faire des actes vétérinaires. C'est strictement interdit. Le métier de vétérinaire, c'est comme le docteur médecin, c'est très encadré, c'est très réglementaire. Donc, merci à Alexandra pour cette question sur le chat. Faites comme elle, n'hésitez pas à poser la vôtre. Il y a aussi Mikado qui est en ligne. Il y a plein d'établissements qui sont là. Je pense au collège Paul Dieu dans le Pas-de-Calais, au collège Jean Jaurès dans le Jura, il y a la région Grand Est, le collège Jules Michelet de Beauvais ou encore Marie Curie en Seine-et-Marne. Après les études, il est indiqué, Anne, que tu as eu du coup cette insertion professionnelle grâce à une opportunité. Est-ce que tu peux nous expliquer justement laquelle? Oui, et ben lorsque j'ai adopté mon chien, donc je suis devenue bénévole dans ce refuge-là. Donc je n'étais plus sur le petit refuge chat, mais j'ai été bénévole dans un refuge chien-chat. Et comme j'avais arrêté mon BTS en cours de route parce que l'option que j'avais choisie, force de vente, ne me correspondait pas, moi je n'étais pas faite pour vendre, j'étais faite pour autre chose, et en particulier pour les animaux. Donc j'ai trouvé un petit boulot à mi-temps et mon autre mi-temps était consacré au refuge. Et malgré moi, j'ai créé un besoin sur ce refuge-là parce que j'étais à la fois soigneur animalier, donc je faisais tout ce qui était le ménage, l'entretien des locaux. J'aidais la vétérinaire qui était sur place à tenir les animaux lorsqu'elle faisait les soins. Et puis, j'ai pris le téléphone qui sonnait, j'ai répondu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, malgré moi, j'ai créé ce poste qui n'existait pas dans le refuge. Et lorsque j'ai eu un entretien avec la présidente de l'association qui m'a dit, bah, écoute, en fait, tu viens qu'à mi-temps, c'est un peu embêtant pour nous. Et est-ce que tu serais d'accord et disponible pour venir nous rejoindre à temps plein? Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais on m'a proposé un poste de secrétariat. Moi, je n'étais pas du tout formée pour le secrétariat, mais c'est pas grave, j'ai appris sur le tas. Ouais. Et comme le contact avec les animaux, je l'avais un petit peu moins par rapport à mon bénévolat, je restais après le travail le soir et je m'occupais des animaux que je n'avais pas eu le temps de voir dans la journée. Et maintenant, tu en vis depuis maintenant quelques années. Donc, on va donc passer au cas concret, puisque ça y est, tu es même directrice d'un refuge animalier chez 30 millions d'amis. Et qui dit cas concret dit forcément une question d'Alexandra, et elle a raison. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter la journée type, notamment aussi la tienne, dans le quotidien d'un soigneur animalier? Alors, un soigneur animalier, sa journée type commence donc le matin, on fait le tour des installations, on vérifie l'état des animaux. Comme on les connaît par cœur, puisque certains restent plusieurs mois, voire des années chez nous, on est tout à fait capable de reconnaître si le comportement a changé entre la veille et le jour J. On a des animaux, comme je le disais tout à l'heure pour les chats, qui dépriment ou au contraire qui sont dans l'excitation parce que l'enfermement reste une prison, même si on essaie de faire tout ce qu'il faut pour eux. Il ne faut pas oublier qu'ils sont dans des box et qu'ils y restent entre 22 et 23 heures par jour. Ils ont 2 balades par jour, une au parc le matin et une l'après-midi en extérieur, puisqu'on a la chance d'être entouré de champs, donc ils sortent tous les jours. Mais donc le matin, on fait le tour des installations, on relève les températures puisque ça fait partie des obligations sanitaires. On vérifie l'état, alors ça va faire sourire, mais on vérifie l'état des cacas des chiens, donc des selles, parce qu'en fonction de la consistance ou de la couleur, il y a peut-être des maladies qui sont en train de se déclarer. Ensuite, on vient au bureau, on fait ce qu'on appelle un petit brief. Donc chacun donne les informations de son secteur et le chef d'équipe animalier distribue les secteurs affectés à chaque agent. Donc nous, on a la chance d'avoir 10 agents qui travaillent par jour
au minimum dans notre refuge. Chacun a son secteur qui lui est dédié. Et là, l'animalier va préparer les repas de tous ces animaux de son secteur. Donc, chaque animal a son repas adapté à sa taille, à sa race, à son âge, à ses préférences aussi, parce que même chez les animaux, il y a des préférences de goût. Certains préfèrent les croquettes au saumon, d'autres au bœuf. Alors, on essaie de faire la petite cuisine qui va bien. C'est gourmet. Voilà, exactement. Il y a des animaux qui ont des problèmes de dentition, donc il faut leur donner plus de pâté ou mouiller les croquettes. Enfin voilà, chacun a son petit repas particulier. Ensuite, Moquillon. Oui, excuse-moi, Anne. Excuse-moi. oui, tu Non, me parce que disais. il y a aussi une question très intéressante sur le chat. C'est vrai qu'on parle de journée type, mais il y a Moquillon qui demande est-ce qu'il peut y avoir des personnes qui travaillent la nuit? Mine de rien, la nuit, ils ne peuvent pas rester tout seuls, les Alors, policiers. moi, j'habite sur le refuge. Ok. Voilà, parce que déjà, ça me permet d'accueillir mes collègues lorsqu'ils rentrent de saisie, parfois tard dans la nuit. Si la saisie était loin de chez nous, ils arrivent le soir, dans la soirée ou dans la nuit. Il faut les accueillir, il faut installer tous les animaux. Et puis, on a des animaux qui sont effectivement soit en biberonnage parce qu'ils sont tout petits et qu'il faut biberonner toutes les 3-4 heures en fonction des espèces. Soit on a des animaux qui sont en surveillance médicale étroite et donc qui sont hospitalisés dans notre infirmerie. Et effectivement, il y a des jours où je suis obligée, où je me dois d'aller les voir pour voir l'évolution et faire appel au vétérinaire si il y a dégradation de l'état. Par contre, la nuit, il n'y a évidemment pas de nettoyage, pas d'entretien, parce que les animaux ont besoin, et c'est une nécessité, de temps de repos aussi. Donc, le refuge, chez nous, le matin, on n'est que sur du nettoyage et de l'entretien. Ensuite, pendant la pause déjeuner des animaliers, des soigneurs, les animaux se posent aussi, c'est-à-dire on ne souhaite pas qu'il y ait d'aller et venue dans le refuge parce que même si c'est qu'une heure, c'est une heure où les chiens n'aboient plus et tout le monde peut se poser, se reposer. Et puis l'après-midi, on est sur la partie bien-être, donc tout ce qui est toilettage, tout ce qui est sortie, tout ce qui est éducation, parce qu'on fait énormément de réhabilitation, je l'ai dit, aussi bien médicale que sur l'éducation. Donc des animaux qui ne savent pas du tout marcher en laisse, il faut leur apprendre à supporter un collier ou un harnais, à marcher en laisse pour pas avoir un chien qui tire ou qui a peur au croisement de congénères. Il faut les habituer à l'extérieur, voir passer une voiture, un vélo sans agresser celui qui est dessus. Enfin voilà, il y a beaucoup de travail et c'est 4 à 5 heures qui sont dédiées vraiment au contact des animaux. Tu as évoqué quelques problématiques. Justement, est-ce que ça t'est en effet arrivé d'avoir affaire à un chien qui a peur, qui est du coup agressif, qui ne veut pas forcément que tu rentres dans son habitat? Oui, ça nous arrive malheureusement assez fréquemment sur des animaux qui ont beaucoup souffert. Il y a des animaux qu'on récupère qui ont été torturés par l'homme. Donc il faut recréer une confiance avec lui. Ça prend parfois des semaines, parfois des mois. Les cas les plus longs que nous avons eus, c'était 6 mois pour arriver à rentrer dans le box. Alors chez nous, on a la chance d'avoir des box sécurisés, c'est-à-dire qu'on a une trappe. On a 2 box qui sont dos à dos avec une trappe de sécurité. On fait passer le chien d'un côté pour nettoyer l'habitat de devant. On le fait revenir et on nettoie le derrière, ce qui fait que l'entretien du box peut être assuré en toute sécurité pour les animaliers. Et puis l'après-midi, on met les mesures en place pour créer un lien avec lui. Et parfois, c'est très long, mais on n'a pas d'échec. Ce qu'il faut, c'est bien observer. Parfois, il y a des animaliers qui s'impliquent sur un animal et puis en fait, est-ce que l'odeur de la personne, est-ce que le physique de la personne rappelle l'ancien détenteur, auquel cas le chien est bloqué, il ne veut pas travailler avec cette personne-là. Et parfois, de changer de soigneur animalier, de passer d'un homme à une femme ou d'une femme à un homme, hop, on a un petit déclic qui se fait et on est sur ce qu'on appelle la grande victoire. Donc la patience, finalement, c'est un mot maître pour les soigneurs animaliers, quoi. Énormément, énormément. Ouais. Chaque animal a ses problématiques. Au niveau du nourrissage, pareil, on a des animaux qui ont des habitudes. Il y en a on est obligé de les faire asseoir pour poser la gamelle en toute sécurité parce qu'ils ont tellement peur, sur des chiens notamment qui ont manqué de nourriture à un moment donné. Dès qu'ils entendent les portes qui s'ouvrent et qui se ferment au fur et à mesure des box, ils peuvent devenir agressifs au moment où on présente la gamelle. Donc, ça passe par l'éducation, par la confiance aussi qu'ils ont avec leurs soigneurs. On les fait asseoir, on pose la gamelle et ensuite on leur donne l'ordre d'aller manger, l'autorisation d'aller manger.
Je vois que le sujet vous intéresse beaucoup hein, sur le chat, les amis. N'hésitez pas à poser vos questions. Et en effet, il est important de créer un lien, de créer finalement de la confiance de la avec les confiance. animaux parce que certains peuvent avoir de véritables traumatismes suite à leur précédente relation avec leur maître précédent finalement. Ça doit être très étonnant de recueillir un animal. Tu dois être en même temps finalement triste parce que tu te dis c'est pas la vie qu'il méritait, mais en même temps assez heureuse de faire une nouvelle rencontre avec lui, Anne. Comment ça se passe quand Alors, tu recueilles chaque animal que l'on accueille, c'est un animal de sauver. Donc évidemment, on est content, même si on est parfois mitigé, parce que quand on voit l'état de certains animaux, on se dit qu'ils ont vraiment vécu un calvaire et l'enfer. Mais il faut passer par-dessus ça et se dire que lorsqu'il est chez nous, il est sauvé. c'est ça. Donc ça demande du temps, comme je l'ai dit. Des fois, c'est en quelques jours, on a beaucoup de résultats, de progrès. Et des fois, ça demande des semaines, voire des mois. Mais peu importe, c'est le résultat qui compte. Donc, on est triste. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est triste. On pleure quand ils arrivent et on pleure quand ils s'en vont. On pleure quand ils arrivent parce que des fois, on a vu des animaux avec des plaies, avec des blessures graves, avec des traumatismes. Enfin, c'était assez cruel. Mais le fait voilà, de passer du temps avec eux, de les sauver, de leur trouver des nouvelles familles, et ben quand ils partent, on pleure aussi parce qu'on se dit qu'on est très attaché à eux et qu'on n'a pas envie de les voir partir. Mais quand ils partent, ça permet de sauver un nouveau chien ou un nouveau chat ou une nouvelle espèce. Donc on pleure, mais ça ne dure pas très longtemps parce qu'on ne garde que le meilleur. Et justement, le meilleur et le pire, et bon, on y passe maintenant, les amis, sur My Future avec Anne. Anne, qui est directrice d'un refuge animalier chez 30 millions d'amis. Ce que j'aime le plus, ce que j'aime le moins, évidemment, ce que tu aimes le plus, Anne, c'est être au contact des animaux et ça depuis longtemps. Bah, depuis quasiment toujours, hein, donc même si aujourd'hui, mon métier de directrice, n'est pas forcément qu'auprès des animaux, j'ai la chance de pouvoir passer beaucoup de temps quand même avec eux puisque, depuis mon bureau, je les vois passer, dans le centre de soins, donc avec leurs soigneurs et j'ai la possibilité toujours d'aller, les caresser, les papouiller. Je m'occupe de tout ce qui est nursing, c'est-à-dire c'est le biberonnage des tout petits. On a parfois des animaux qui sont trouvés dans des cartons. L'année dernière, on a eu une portée de 9 bébés qui avaient moins de 48 heures. Ils avaient encore le cordon et les yeux fermés et pas de maman. Il a fallu les biberonner. Donc, toutes les nuits pendant 2 mois, je me suis levée toutes les 3 heures et je leur ai donné le biberon. Je ai nettoyé leur petit caca et leur pipi, je les ai nursés. Après, il a fallu les séparer parce que il y avait les dominants et les dominés. Donc, pareil, dans la phase d'observation, ça, c'est quelque chose qu'on voit tout de suite. Et puis, voilà, au bout de 2 mois, bah, on leur a trouvé des super familles. On a des nouvelles aujourd'hui. Donc, c'est toujours très valorisant d'avoir réussi cette mission parce que parfois, c'est délicat. Et parfois, bah, il se peut qu'on ait des pertes. Ça arrive aussi hein, quand les animaux sont en trop mauvais état ou ne survivent pas à leur traumatisme, on a parfois des cas de décès. Alors ça, c'est dans ce que j'aime le moins, bien évidemment. Mais ce qui est important, c'est que parfois, quand ils partent, s'ils sont chez nous, ils sont quand même dans un environnement plus chaleureux que celui qu'ils avaient avant. Donc un animal qui part, qui décède, il est dans les bras de nos animaliers, de nos soigneurs ou dans les miens, peu importe. Et ils partent avec les caresses que parfois ils n'ont jamais eues. Il y a une question sur le chat. Alors, je ne sais pas s'il y a une moyenne, mais les animaux restent généralement combien de temps dans le refuge? Alors chez nous, la moyenne de séjour est de 64 jours pour un chien et de D'accord. 50 jours pour un chat. Ça, c'est une moyenne, hein, parce que nos animaux les plus anciens sont là depuis 2020. Donc, vous voyez, on est en 2024. Ce sont des animaux qui sont toujours sous réquisition judiciaire, pour lesquels on n'a pas eu l'autorisation de placement en famille d'accueil, ou des animaux qui sont pas encore prêts pour rejoindre des familles. Donc, c'est des animaux sur lesquels on travaille toujours en termes d'éducation, de confiance pour pouvoir les proposer à l'adoption. Et si les gens veulent justement adopter, où est-ce qu'ils doivent se rendre pour voir? Est-ce qu'il y a un site internet, par exemple, sur lequel ils peuvent se connecter avant d'aller les rencontrer au refuge? Alors, sur le site internet de la Fondation 30 millions d'amis, il y a effectivement un petit onglet qui s'appelle « J'adopte un animal » et on peut sélectionner par zone géographique
et on tombe sur des petites photos d'animaux, chien ou chat. On peut sélectionner si on préfère un mâle, une femelle, un jeune, un adulte ou un senior, peu importe. Et on a aujourd'hui 260 associations qui sont inscrites sur ce site et qui publient leurs propres animaux. Donc ça permet, quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve, de trouver un refuge à proximité de chez nous. Et donc après, une nouvelle famille pour les animaux, et c'est ça qu'on veut finalement. Mais il y a aussi malheureusement des choses que tu aimes moins, et on peut le voir actuellement sur le diapo MyFuture, notamment la souffrance morale des animaux et les animaux perçus comme des objets. Est-ce qu'il y a des choses, même si maintenant ça fait plusieurs années, que tu n'imaginais pas en termes de comportement humain auprès des animaux? Est-ce que tu as vraiment eu affaire à des choses dramatiques? On a eu affaire et on a affaire malheureusement trop souvent à des choses dramatiques et indescriptibles. Parfois, je me dis, bon, j'ai déjà vu ce cas-là. Et parfois, je me dis, eh ben, je pensais avoir tout vu et je n'avais pas tout vu. Il y a 3 ans, on a fait une intervention suite à un drame familial chez un éleveur de NAC. Mais quand on pense élevage, on ne pense pas à l'élevage industriel. Là, on s'est retrouvé dans une espèce de hangar agricole où plus de 5000 animaux étaient détenus dans des conditions inimaginables. Les animaux vivaient sur des grilles, ils se blessaient les pattes. Il y avait des animaux morts au milieu des vivants qui étaient en état de décomposition. Donc les vivants les mangeaient parce qu'il manquait de nourriture, donc ils s'attaquaient au corps. Enfin, c'était ignoble, mais grâce à la mobilisation de plus de 100 associations, on a pu sauver ces 5547 animaux, plusieurs espèces. On avait des rats, des souris, des lapins, des hamsters, des cochons d'Inde. Et tout ça, ce sont des animaux qui sont vendus aux animaleries pour faire du profit. Voilà, donc on se fout un petit peu des conditions de vie. Je parle pour certains éleveurs, je ne parle pas pour la totalité, mais malheureusement, l'élevage industriel, on se fout un peu du bien-être animal. Ce qui compte, c'est de produire, de vendre et de gagner de l'argent. Donc, s'il y a des pertes, pour eux, ce n'est pas très grave. Et là, on s'est quand même retrouvé avec des congélateurs. Alors, c'est un peu glauque, mais malheureusement, c'est la réalité. Je pense que les élèves qui sont connectés aujourd'hui voient ce que c'est un congélateur de 200 litres. Quand on les a ouverts, c'était rempli de corps d'animaux décédés. Certains leur manquait une patte, la queue. Enfin bon, ils étaient vraiment mutilés. Ils s'étaient auto-mutilés entre eux. Et quand la personne de l'élevage passait vérifier l'état de ces animaux, il voyait un mort, il le prenait, il le jetait, comme on jette un papier à la poubelle. Donc voilà, ce jour-là, je me suis effondrée en me disant, je croyais avoir vu plein de trucs, mais bon, j'avais encore jamais vu. Voilà, c'est fait. Tous ces animaux qu'on a pu récupérer ont pu être sauvés. Beaucoup ont été confiés à des sanctuaires où aujourd'hui ils mènent une vie paisible. Ils n'ont pas été destinés à la vente, et tant mieux. Et quand on achète un animal, toujours se demander d'où il vient, dans quelles circonstances il a été produit et élevé, parce que ça conditionne beaucoup le comportement de l'animal. Parce que c'est vrai qu'il faut le rappeler, mais finalement aussi, quand tu es soigneur animalier, tu peux avoir affaire et être amené à aller sur des scènes comme tu viens d'évoquer, par exemple. Donc, il faut être accroché aussi, faut être solide mentalement. Il faut avoir le cœur bien accroché et il faut savoir, parce que c'est très choquant ce qu'on vit parfois, mais il faut beaucoup en discuter. Moi, je discute beaucoup, beaucoup avec nos équipes pour libérer la parole et pour lâcher un peu tout ce côté négatif. Et ce qu'on essaie de garder à l'esprit, parce que notre cerveau n'est pas formaté comme ça, le cerveau des humains est formaté pour ne retenir que le mauvais. Or, le fait de discuter et de mettre en avant tout ce qui est réussi dans nos sauvetages, quand ils quittent le refuge pour aller dans d'autres refuges pour être adoptés ou quand ils partent dans les bras de leur nouvelle famille. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Et si on n'a pas le cœur bien accroché, effectivement, on ne dure pas dans le métier parce que c'est assez cruel. Quand on les voit le matin nous accueillir, on se dit qu'ils sont très, très, très contents, mais parfois, ils ont passé une nuit exécrable parce que les conditions météo, comme cette nuit par exemple, où ça a été très très dur en Seine-et-Marne, les animaux étaient complètement affolés. Donc ce matin, les soigneurs ont passé
ont pris un petit peu de retard sur le nettoyage, mais pour rassurer les animaux qui en avaient besoin plus que d'autres, en offrant une petite balade le matin ou l'après-midi, en donnant des friandises, en passant 5-10 minutes à caresser le chien ou le chat qui était pas bien ce matin en arrivant. Il méritait d'être chouchouté ce matin. Oui. En effet, tu es en Seine-et-Marne. D'ailleurs, il y a le collège Marie Curie qui est connecté aussi en Seine-et-Marne sur le chat. Il y a le collège Marcel Pagnol dans le Val d'Oise. En Côte d'Or, on a la Croix des Sarrasins, le collège Le Parc, Léonard de Vinci, dans les Yvelines, collège Racine, collège Paul II dans le Pas-de-Calais, collège Jean Jaurès dans le Jura, il y a la région Grand Est ou encore Jules Michelet du côté de Beauvais. Merci pour votre présence, les amis. N'hésitez pas à poser en effet toutes vos questions. Le chat est fait pour ça et Anne est avec nous pour y répondre. On passe peut-être à la partie cliché anecdote. Et Anne, tu dis que le métier de soigneur animalier est peu valorisé alors qu'il est primordial. Nul doute que tout le monde est d'accord avec toi. Est-ce que justement aujourd'hui, il y a des aides, des améliorations qui pourraient être faites ou demandées même d'ailleurs par le métier de soigneur animalier? Alors aujourd'hui, quand on dit qu'on est soigneur animalier, on est un petit peu perçu comme des ramasses pipi caca. Alors certes, c'est vrai, on ramasse les pipis et les caca, mais surtout, on est là pour prendre soin d'eux. Euh, Si 80% du temps est consacré au nettoyage, c'est pour le bien-être de nos animaux. Donc il n'y a pas de honte à aller ramasser un caca. Moi-même, avec mes fonctions de directrice, si je passe devant un box et qu'il y a un caca dedans, j'ai pas envie que le chien patauge dedans toute la journée, donc je vais aller le ramasser. Euh, Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a des formations qui existent pour ça. D'abord pour valoriser la personne qui a choisi de travailler avec les animaux et de lui dire que son métier est indispensable. C'est comme par exemple dans une grande surface, le métier de caissière est très souvent peu valorisé. Pourtant, aujourd'hui, un magasin grande surface qui n'a pas de caissière, c'est compliqué. On ne peut pas aller faire ses courses ou alors on parle qu'avec un petit robot et on scanne des trucs. Bon. On est quand même dans un milieu où on a besoin de parler, d'échanger, de discuter. Et c'est un métier qui doit être reconnu à sa juste valeur parce que sans soigneur animalier, on n'a pas de bien-être animal. Et puis on rappelle en effet que les animaux ne sont pas des objets, ne sont pas des jouets, mais surtout nos meilleurs amis. Tout à fait. Puis nous, on en a 30 millions. En plus. Et aujourd'hui, toi, Anne, chez toi, tu as des chats, des chiens? Aujourd'hui, on a des chats, des chiens, mais on a accueilli il y a quelque temps d'autres espèces. Donc, j'ai dit des rats, des hamsters, des souris, des perroquets, d'autres espèces d'oiseaux. Et on a même eu des singes et des servales que des particuliers détenaient. Évidemment, c'est interdit. On n'a pas le droit de détenir des espèces non autorisées. Donc, concernant les servales, ils avaient été achetés sur des sites de vente entre particuliers. Les acheteurs se sont fait berner parce qu'ils pensaient acheter un chat. Et en grandissant, ils se sont aperçus que c'était un serval. Et le serval est un animal sauvage qui n'a pas sa place dans nos appartements, dans nos maisons et encore moins dans des cages, puisqu'on en a aussi trouvé comme ça chez des particuliers qui vivaient dans des cages. Ils sont faits pour être dans un milieu naturel, dans un habitat naturel. Et donc, on a pu les confier à des sanctuaires partenaires de la Fondation 30 millions d'amis, chez qui ils vivent aujourd'hui en liberté, dans un habitat reproduisant leur milieu naturel. Et pareil pour les singes, on a beaucoup malheureusement d'importations. Vous êtes en vacances dans un certain pays, on vous vend un petit singe qui est tout petit, que vous passez dans le sac à dos sans vous faire prendre. Et puis, quand ça devient un adulte, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'un singe, c'est pas fait pour vivre dans les bras d'un humain, c'est fait pour vivre dans son milieu naturel. Et pareil, alors on a des personnes qui les exposent sur les réseaux sociaux pour faire le buzz. Et puis, quand ça grandit, ils sont obligés de les garder enfermés ou maltraités pour avoir l'autorité sur ces animaux qui, encore une fois, ne sont pas faits pour vivre. Alors parfois, ça fait rire. On voit passer des vidéos sur les réseaux sociaux avec telle ou telle personnalité qui se vante d'avoir un singe ou un serval à la maison. Malheureusement, c'est vraiment pas le bon exemple à donner, puisque ce ne sont pas, encore une fois, des animaux qui sont autorisés et surtout, on ne respecte pas leurs conditions de vie naturelles. On sent quand tu en parles, malgré tout, de ce métier, et c'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est un métier de passion
Et il y a Hugo d'ailleurs qui est très intéressé sur le chat sur le site de MyFuture qui demande est-ce que ça recrute bien? Est-ce qu'aujourd'hui on trouve du travail assez facilement si on veut être soigneur animalier? Alors, les associations, il faut savoir qu'elles vivent de l'argent public, c'est-à-dire qu'elles sont soumises, aux dons et aux legs. Il y a beaucoup de refuges qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ne peuvent pas, recruter. Il y a des aides de l'État qui ont été mises en place pour pouvoir, recruter. Après évidemment dans les fondations un petit peu plus, connues et reconnues, les refuges doivent fonctionner avec du personnel. Donc nous, par exemple, sur notre refuge en Seine-et-Marne, nous sommes 28 salariés, mais les bénévoles restent indispensables évidemment, hein, puisque sans bénévoles, ben, c'est moins confortable pour les animaux dans les refuges. Mais encore une fois, il n'y a pas que le soigneur animalier en refuge, il y a aussi les sanctuaires, les zoos qui font de la protection animale, parce que les zoos, comme on les a connus il y a 30 ou 40 ans, ce n'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les animaux qui sont présents dans les zoos sont souvent des animaux sauvés par nous, par la Fondation 30 millions d'amis, mais aussi d'autres grandes structures. Et si on ne peut pas les rapatrier vers l'étranger, on les met dans les sanctuaires zoos partenaires. Merci beaucoup Anne pour toutes tes réponses. Merci à vous tous. Et merci en effet à vous tous, hein. J'en profite pour saluer une dernière fois tous les établissements qui étaient présents, tous les élèves aussi. Je vous rappelle d'ailleurs que le replay de ce live sera dispo sur le site de MyFuture. Alors n'hésitez pas à vous connecter, il y a la web TV, on est aussi sur Instagram. Et on vous aide à trouver donc votre vocation, à trouver des stages. On chôme tellement pas que cet après-midi, à 15h, les amis, vous avez rendez-vous avec un nouveau live. Aude rencontrera avec vous Virginie, qui est professeure des écoles. Merci beaucoup, Anne. Merci. Merci à tous. Merci à la régie aussi. J'espère que ce live vous a plu. Et on se dit à bientôt sur MyFuture. À bientôt. Salut.